Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 builders, à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un builder. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute. Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, je reçois un acteur du gaming et je suis content parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de gaming dans Behind the Chain. Alors aujourd'hui, je reçois Moryan Moutage, il est cofondateur et CEO d'Eternal Rush. Comment tu vas, Moryan? Superbement. Et toi, Romain? Bah écoute, en pleine forme, en pleine forme. Bah écoute, tu connais la tradition dans le podcast. Voilà, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors voilà, je te pose la première question. Est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant d'arriver dans le secteur, on va dire gaming et Web3 au sens large? Ce que je faisais avant d'arriver dans ce périmètre-là, c'est que j'ai fait tout début, moi, j'ai fait des études à Dauphine, où j'ai eu un parcours qui était plutôt orienté finance d'entreprise, sciences des organisations. J'ai débuté ma carrière, moi, à Deloitte, donc plutôt sur un spectre consulting, où j'ai travaillé un peu plus de 7 ans. J'ai accompagné des clients qui étaient plutôt des grands comptes sur des missions qui étaient liées à l'amélioration de leur processus organisationnel et de leur processus opérationnel. Donc j'ai plutôt une casquette qui est transformation. Et c'est d'ailleurs là où je me suis découvert un vrai intérêt pour ces enjeux tu vois, d'optimisation et de repositionnement de la création de valeur. Et c'est sûrement l'un des enjeux et des défis qui me passionnent le plus dans le Web3. Ok, bah, merci pour cette intro. Alors forcément, je vais te poser la question de qu'est-ce qui fait que tu passes d'un environnement voilà, qu'on pourrait qualifier de très sérieux, très corporate, etc., à justement le domaine du gaming. Voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans une aventure de projet gaming? J'imagine que tu étais un gamer, enfin tu l'es toujours probablement. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer cela? Bah oui, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est la rencontre de deux aspects. Le premier, moi, c'est que ça faisait des années que je voulais. Déjà, quand tu es dans une fonction, on va dire, de conseil et de consulting, tu as l'habitude d'accompagner des gens. Et moi, ce que j'aurais vraiment aimé faire, c'est créer quelque chose de moi-même et donc passer dans une posture où je suis plutôt dans l'action et j'agis pour moi-même et dans un collectif. Et la deuxième, effectivement, c'est ce que tu as évoqué, c'est que moi, depuis que je suis petit, je suis je suis plutôt un gros gamer et avec des préférences moi qui étaient plutôt sur tout ce qui est MMORPG, les MOBA, les FPS. Donc moi, mes références, c'est du Dofus, du League of Legends, du Call of Duty. Donc, on va dire un gamer assez classique, assez standard. Et ce qui me manquait jusqu'à présent, c'est que j'avais pas forcément pu mettre un pied dans l'industrie. Et là, je me suis dit que ce pied, j'allais le mettre et que cette place, j'allais me la faire. Ok, alors maintenant ce que je te propose, c'est que tu nous parles un petit peu, alors parce que tu sais aussi l'objectif du podcast, c'est de donner les codes aussi à des personnes qui ont envie de rejoindre l'univers, qui savent pas forcément comment faire et de s'inspirer justement du parcours des personnes qui sont dans le podcast. Comment à un moment donné, voilà, tu fais le choix de quitter, on va dire, un job probablement plutôt bien payé pour aller sur une création de projet, donc de l'entrepreneuriat, comment tu réunis une équipe, comment tu lances les premières actions, comment tu crantes, etc. Est-ce que tu peux nous parler juste de tout ce chemin-là? Donc l'idée, c'est que moi, ça fait très longtemps en fait que je connais des amis, enfin des collègues qui sont devenus des amis, moi, à Deloitte, où on avait, on va dire, c'est pas mal d'aventures ensemble. Et donc, premier élément, je dirais, c'est des rencontres. Donc, c'est des personnes avec qui j'ai vécu énormément de choses. Et progressivement, on est passé du coup de collègues à amis. Et plus on a fait des choses ensemble, plus on s'est dit, faut absolument qu'on fasse. Donc, on a eu cette envie de faire quelque chose ensemble. Donc, la première chose que j'ai eue, c'est pas nécessairement le projet, c'était la volonté de travailler avec d'autres personnes. La deuxième, c'est qu'effectivement, quand tu veux travailler avec d'autres personnes, là, l'avantage, c'est qu'on se connaissait plutôt bien. Et ce que je dirais, c'est l'état d'esprit. On avait un état d'esprit qui était relativement semblable. C'est de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux et surtout de prendre du plaisir au quotidien, quelle que soit la tâche. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous a rassemblés et c'est un peu le mindset qu'on a.
à 3-4. Et en fait, petit à petit, on s'est dit, bon, bah voilà, on a réfléchi le projet. C'est quelque chose qu'on a commencé, on va dire, à bien mûrir l'année dernière. Donc, c'était déjà en avril 2022. Et donc, on a passé pas mal de temps à déjà définir ce qu'on était capable de faire, ce qu'on voulait faire, ce qui nous passionnait, ce qui allait nous motiver pendant les années à venir. Et donc, progressivement, en fait, en ayant cet état d'esprit-là, on a fait des rencontres et on a trouvé d'autres personnes. Du coup, à la base, donc, on avait des profils qui étaient assez similaires, donc qui étaient plutôt consulting avec des points forts qui étaient évidents, mais en attendant, pas nécessairement de skills directement liés au gaming. Et en fait, à force de faire des rencontres, de faire des events, et c'est sur ça que le Web3, c'est super bien, c'est qu'on a rencontré plein de personnes qui étaient formidables et qui avaient été un peu confrontés à la même chose, c'est-à-dire qu'ils étaient des gros gamers avec une vraie volonté de rentrer dans l'industrie. Ils avaient un mindset qui était similaire au nôtre, mais ils n'avaient pas encore eu forcément la chance de travailler sur un projet comme ça. Et donc, petit à petit, on est passé de 4 à 6, puis 10, et maintenant, on a 10 à 15 personnes qui sont fixées sur cet écosystème et avec qui on collabore au quotidien. Et donc, en fait, on est passé d'un projet à la base qui était une small team avec une volonté de faire quelque chose ensemble, là, à un projet qui est devenu beaucoup plus professionnel, beaucoup plus ambitieux, et sur lequel on a rassemblé les talents qui nous manquaient. Ok, bah merci pour toutes ces précisions. Alors bah maintenant on va rentrer un peu plus dans le concret. Bah voilà, est-ce que tu peux nous parler d'Eternal Rush? Voilà, c'est quoi la vision du jeu? C'est quoi le gameplay? Voilà, fais-nous rêver et parle-nous de ton univers. Qu'est-ce qu'est Eternal Rush? Eternal Rush, alors, je pense qu'on peut partir un peu du début. Le début, Eternal Rush, c'était un projet qui était plutôt Web3. Et on s'est dit, bon, nous, on a une passion pour une discipline, pour un domaine. Et on n'a pas forcément de compétences pour tout ce qui est gaming. Donc, on va commencer très simple, très humble. Et on voulait faire un petit jeu, tu vois, quasiment en flash pour mobile, et avec une grosse dimension Web3, avec des piliers qu'on voyait assez bien. Et au fil du temps, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on est devenu de plus en plus ambitieux sur le jeu. Donc, au début, on voulait faire ce qu'on appelle un runner. Donc, tu vois, c'est un espèce de Super Mario où tu cours de manière indéfinie et tu traverses des obstacles. Et là, on s'est orienté plutôt sur ce qu'on appelle un Japanese RPG avec des composantes hack and slash. Donc, les bons exemples pour que tout le monde reconnaisse ça, c'est la frontière entre Genshin Impact et un Diablo, par exemple. Donc, Genshin Impact pour tout ce qui est univers, direction artistique, et Diablo pour tout ce qui est arbre de talent et progression des personnages. Donc, ce qui va sûrement nous différencier, c'est qu'on porte énormément d'attention à la narration et au scénario pour que ça soit autant une aventure et une expérience en termes de gameplay qu'une découverte d'une histoire. Et effectivement, ce qu'on compte fixer dessus, donc on est passé d'une vision où le Web3 était un peu le produit à non, le jeu est le produit et le Web3 est un vrai pilier et une vraie fondation pour ce qu'on compte faire et apporte de la valeur aux joueurs. Donc on s'est mis à penser à l'inverse, et je pense que c'est ce qui nous différencie. Ok, très clair. Alors peut-être si on fait un peu le tour, on va dire de votre panorama, je ne sais pas si on peut parler vraiment de concurrence dans le domaine du gaming, mais voilà, ce serait quoi finalement vos grands axes de différenciation par rapport à d'autres jeux? Voilà, c'est quoi qui fait votre valeur, on va dire, un peu unique par rapport à ce qui existe déjà? Je pense que je ferais trois différenciations. La première, c'est VS Web3. La deuxième, c'est VS Web3 Web2 et versus Web2. Donc peut-être par rapport aux autres projets qui sont sur du gaming Web3, donc de la GameFi, nous, en fait, c'est ce qu'on disait, le Web3, c'est un pilier, mais une nouvelle fois, c'est pas le produit. L'objectif, c'est que les éléments technologiques liés à la blockchain participent à améliorer l'expérience de jeu plutôt que le jeu tourne autour de cette technologie. Donc ça c'est vraiment ça c'est le premier élément de différenciation. Le deuxième, je pense, et c'est en fait l'un des apports du Web3 par rapport au Web2, c'est que l'idée, c'est que le joueur passe du temps sur notre jeu et donc prend plaisir et donc crée de la valeur. Et il faut qu'une partie de cette création de valeur lui revienne. D'où l'intérêt d'avoir des actifs digitaux. Et par rapport aussi, je dirais, par rapport aux acteurs Web2 purs, nous, on a vraiment cette logique de co-construction, de build-in public, et donc de transparence très forte par rapport
aux coulisses et à notre quotidien de développeurs. Et on va pas se cacher derrière notre doigt, on va plutôt parler de ce qu'on fait, de comment on le fait. Et effectivement, on va énormément compter sur notre communauté qui sera centrale pour le développement et pour nos prises de décision. Et alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu aussi de la roadmap du projet? Donc là, voilà, au moment où on se parle, on est mi-septembre 2023. Est-ce que tu peux nous donner voilà, un petit peu les gros jalons de votre roadmap pour qu'on puisse savoir comment ça va se dérouler? C'est toujours très ambitieux de parler d'une roadmap précise quand on développe un jeu vidéo parce qu'un jeu, c'est jamais véritablement fini. On peut toujours y rajouter des choses, mais en tout cas, sur les prochains jalons, je pense qu'effectivement, la dimension sur en fait, un jeu, ça se construit souvent en trois parties. Ce qu'on appelle la pré-production, la production et la post-production. Nous, on est en phase de pré-production et on compte laisser ça s'étaler jusqu'à probablement avril. Donc, c'est le développement conceptuel du jeu, de la direction artistique, de tous les éléments, on va dire, stratégiques et ce que va être vraiment le jeu. Ça, c'est ce qu'on compte faire jusqu'à probablement avril. Sur les mois qui suivront, parce qu'on aura passé du temps à bien bâtir exactement ce qu'on va faire, bah, l'idée, c'est d'avoir une production qui soit plutôt rapide. Donc, si tout se passe bien, on ambitionne d'avoir une production plutôt sur 6 mois. Donc, d'avoir une release sur, a priori, les premières bêta, early access, d'être sur le Q3 2024 et après d'avoir effectivement un lancement plutôt sur la fin d'année où on rentrera dans la phase de post-production où on sera dans une dynamique d'enrichissement du jeu, de mise à jour, d'amélioration des fonctionnalités, etc. Et sur peut-être les éléments un peu technologiques, on aurait trois temps sur le moyen long terme. La première, c'est effectivement l'inclusion d'actifs digitaux, c'est sûrement ce qu'on va faire en premier, parce que c'est ce qui, à notre sens, dans un premier temps, apporte le plus de valeur aux joueurs. Et après, effectivement, dans un second temps, on ira sûrement sur de la dimension, pas forcément crypto-monnaie, mais jetons de gouvernance pour avoir une communauté qui a une traçabilité sur les décisions qui sont prises et une vision sur les votes. Donc ça, c'est plutôt horizon actifs digitaux d'ici la fin de l'année 2024 et l'aspect un peu plus gouvernance. J'irai pas jusqu'à parler de DAO, mais en tout cas d'une organisation qui soit la plus décentralisée possible. On mettra ça en place sur le courant 2025. Ok, bah merci pour l'effort de projection. Alors maintenant, ce que je te propose à l'inverse, c'est peut-être voilà, de revenir un peu en arrière. Voilà, on va dire que ça fait grosso modo une année et demie à peu près que vous avez lancé le projet. Si tu devais nous faire un petit Rex, voilà, un retour d'expérience sur le sujet, ce serait quoi potentiellement les deux, trois conseils ou les deux, trois points d'attention que tu pourrais donner à une autre équipe qui est en train de lancer un projet que tu ferais différemment si tu devais relancer Eternal Rush? Alors, c'est un peu en lien avec ce que j'ai dit au début. C'est peut-être se concentrer déjà sur le projet et le produit lui-même plutôt que sur le Web3. C'est-à-dire que nous, par exemple, la première chose qu'on a voulu faire, c'est le white paper. Donc, c'est définir tous les aspects de techno, de blockchain, de comment vont être les techno tokenomics, etc. Donc, ça, on a passé énormément de temps. On a passé quasiment un trimestre à travailler sur ça, plutôt en chambre. Et au final, on ressort. Donc, on avait un beau white paper. Et donc ça, c'est déjà quasiment en fin d'année dernière. On ressort avec un beau white paper, mais le jeu, on n'est pas forcément toujours plus avancé sur ce qu'on veut faire. Et donc, en fait, on a continué en travaillant sur le jeu. Et si je pense que j'avais un retour d'expérience sur ça, c'est faire peut-être l'inverse, parce qu'à date, c'est ce qui est le plus cohérent. C'est être relativement serein sur ce qu'on veut développer en tant que produit, quelle est la valeur qu'on veut apporter aux utilisateurs et de quelle manière. Et après, effectivement, de positionner des éléments technologiques dessus une fois qu'on est relativement bien fixé. Donc ça, c'est peut-être mon premier retour d'expérience. Et le deuxième, ça fera peut-être le lien avec un peu la suite, c'est la dimension qui est liée aux rencontres. Je pense que le plus important, le plus intéressant qu'on ait fait, c'est effectivement sortir en chambre et rencontrer des gens. Et c'est en rencontrant des gens qu'on approfondit des idées, on approfondit des concepts, on échange sur effectivement. Il n'y a pas forcément qu'avec les acteurs de la GameFi qu'on a eu des super interactions. On en a eu avec plein d'autres personnes qui avaient des retours parce qu'ils avaient eu une expérience un peu similaire et qui s'étaient concentrés sur la techno avant le produit. Et donc, je pense que le deuxième aspect qui est clé, c'est les rencontres, parce que c'est ce qui a permis d'accélérer notre projet en incluant de plus en plus de personnes qui avaient des skills à part entière, bien spécifiques. Excellent, bah deux super conseils. En tout cas, je pense que les auditeurs
apprécieront. Alors maintenant, si on vient sur des questions un peu plus personnelles, toi qui, on va le dire aujourd'hui, est un builder dans le domaine du Web3, qu'est-ce qui te fait kiffer dans cet univers? Alors moi, ce qui me fait le plus kiffer, c'est cette dimension exploratoire. Où moi, j'ai vraiment l'impression, on a beau dire ce qu'on veut, mais on est tous extrêmement pionniers parce qu'on avance tous un peu dans le noir et à tâtons sur cet écosystème qui est grandissant, qui est rampant, qui est plein de vie, mais qui se développe à une vitesse phénoménale chaque jour. Et moi, ce que j'adore, c'est cette étape un peu de déconstruction, reconstruction où on se pose les questions sur les systèmes et les mécaniques en place, sur la façon dont fonctionnent les choses. Et après, effectivement, on les déconstruit, mais on les reconstruit avec les éléments, les nouveautés technologiques, tu vois, tout ce qui est smart contract, tous ces éléments-là de comment, en ayant de la transparence et de l'automatisation, on peut mettre en place des choses qui sont plus robustes, plus performantes et qui vont améliorer les choses. Donc ouais, moi, c'est ce côté pionnier et exploratoire que j'adore sur le Web Pro. Bah ouais, je partage aussi ce que tu viens de dire. Ouais, on a le sentiment effectivement qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire. On ne sait pas toujours précisément où ça va. Des fois, on se fait des grosses frayeurs aussi, mais voilà, on sent qu'on construit et on contribue à quelque chose et en tout cas de plutôt très grand et de prometteur. Alors maintenant, du coup, si tu pouvais nous parler d'un autre projet, même si voilà, comme toutes les personnes qui passent dans ce podcast, vous êtes tous habités et vous vivez jour et nuit pour votre projet. Voilà, c'est quoi un autre projet que tu suis en ce moment? C'est pas forcément d'ailleurs un projet gaming, hein, mais voilà, que tu suis particulièrement et pourquoi tu aimes particulièrement ce projet-là? Moi, je pense que c'est pas forcément un projet, c'est une collaboration. Et c'est une collaboration de deux projets entre IMX et Polygon. Donc là, ils sont en train de faire un truc qui est assez dingue sur la GameFi, c'est qu'ils sont en train de mettre en perspective l'une des blockchains les plus performantes et énormes de l'écosystème, pas mal de jeux Web3. Ce que j'adore, c'est qu'ils travaillent vraiment la mise à disposition d'un produit qui soit le plus complet possible. Ce qui fait que les acteurs de l'écosystème, et par exemple les studios de développement, vont pouvoir se repositionner sur ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire créer un jeu, et pas se focaliser sur chacun des maillons de la chaîne de valeur, et donc réinventer le feu chaque jour. Donc laissons aux spécialistes le soin d'être positionnés là où ils apportent le plus de valeur. Donc c'est sur cette dimension-là que j'aime bien la collab qu'ils font entre IMX et Polygon. Bah ouais, merci pour le partage, effectivement, c'est hyper intéressant. Alors maintenant, si on vient sur la fameuse question de projection du podcast, qui est jamais forcément évidente à répondre, mais voilà, si tu devais dessiner ton Web3 idéal dans 10 ans, voilà, la feuille blanche et le crayon, qu'est-ce que tu nous dessinerais de beau? Ouais, si je devais parler du Web3 dans 10 ans, ce que j'aimerais qu'il soit, en tout cas, c'est un Web3 dont on n'entend plus parler. Donc, tant qu'on parlera de la segmentation Web2, Web3, on sera encore trop focus sur la techno elle-même et pas assez sur les intérêts et les apports des utilisateurs. Donc, ce que j'adorerais, et ce que je pense qui va se produire, c'est que dans 10 ans, c'est un peu comme Internet. On parle plus d'HTML ni rien, c'est une techno qui est présente, qui est le sous-jacent de tout ce qu'on voit sur nos écrans, mais qui est complètement invisible, caché, et qui apporte sa valeur de manière discrète. Et c'est ce que j'imagine pour le Web3 dans 10 ans. Alors, on a souvent cette réponse qui arrive hein, aussi de la part d'autres invités. C'est vrai qu'on est dans un monde qui est quand même très orienté encore par la technologie et c'est normal parce que c'est early, mais voilà, on a beaucoup de gens qui adorent parler des layers 1, 2, 3, des bridges, qui aiment bien parler des RPC, voilà, tout un tas de trucs qui sont aussi à chaque fois, on va dire, qui à chaque fois viennent prouver voilà, qu'on connaît bien l'écosystème, mais aussi qui, voilà, quand on s'adresse à des gens qui le connaissent pas, bah, font peur, rebutent et attirent pas de nouvelles personnes. Donc, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut qu'on arrive à être beaucoup plus orienté sur, je veux dire, la réponse au point de douleur et puis l'UX, quoi, l'expérience utilisateur, quoi. Il y a pas de doute là-dessus. Voilà, on arrive déjà à la fin du podcast. C'est passé très très vite. On a été hyper efficace. Tu as été très concis dans tes réponses, mais tu as apporté beaucoup de valeur aussi à chaque fois, je pense, voilà, sur le monde du gaming. Tu as un petit peu jargonné aussi, donc on essaiera voilà, de donner les définitions voilà, de tous les acronymes que tu as pu citer voilà, pour ceux qui sont un peu moins familiers avec l'univers du gaming. Mais écoute, en tout cas, voilà, je suis très content qu'on ait pu faire cet épisode ensemble. Je souhaite bien entendu beaucoup de succès à Eternal Rush et puis je te laisse le mot de la fin comme d'hab pour conclure. Merci beaucoup à tous et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter ce podcast qu'on en a eu à en parler avec Roman. Voilà, merci à tous et bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.